Cinéphiles, 6ème épisode, Sacré Cinéma avec Simon Berger. À l'approche des fêtes de fin d'année, j'ai décidé de reprendre la diffusion des cinéphiles en vous proposant cette fois-ci une discussion enregistrée le 6 mai 2020, pendant le premier confinement donc, avec Simon Berger, étudiant en philosophie à l'ENS de Paris, et romancier, auteur de Laisse aller ton serviteur, son premier roman publié aux éditions Corti en janvier de cette même année. On va parler évidemment de cinéma, du rapport du cinéma à l'art, à la philosophie, mais aussi au sacré, qui est un sujet cher à Simon. Et j'en profite d'ailleurs, même si ce sera fait aussi pendant la discussion, pour vous recommander son roman, et pourquoi pas en faire un cadeau pour ces fêtes de fin d'année, si vous êtes à court d'idées, ou simplement si vous voulez offrir un très très beau livre. Bonjour Simon Berger. Bonjour Louis. On est actuellement confiné, donc c'est pour ça que vous écoutez un son qui sort tout droit d'un ordinateur. Évidemment, on respecte encore les choses, on est chez nous. Au moment où on vous parle, on est le 6 mai 2020, c'est mercredi, il est à peu près 16h15. Et donc on est encore confiné, a priori jusqu'à lundi, donc on profite de ce temps qui nous reste encore un petit peu pour discuter. Simon, tu es donc étudiant à l'ENS à Paris en philosophie. Tu as aussi écrit un roman qui s'appelle Laisse aller ton serviteur, publié aux éditions Corti. Je pense qu'on en parlera de toute façon à un moment donné, si la discussion nous amène vers ce sujet. Et je t'ai proposé aujourd'hui de me rejoindre pour qu'on discute de cinéma, de cinéphilie, etc., puisque c'est évidemment le sujet de cette série de portraits, discussions, rencontres, etc. Mais évidemment, je pense qu'on va parler de plein d'autres choses. Alors, je t'ai prévenu à l'avance, mais en général, cette discussion commence systématiquement. Les auditeurs commencent à avoir l'habitude, parce que je crois que tu es le 8e maintenant, au moment où tu seras diffusé. C'est marrant, les temps se croisent. Donc, on commence par une définition, comme ça, on pose les bases, et puis on peut partir sur des choses plus saines. Et cette question, c'est, pour toi, qu'est-ce que la cinéphilie? Autant commencer par les grosses questions, C'est que ça. les gros problèmes soient réglés d'abord. C'est difficile parce que c'est un mot que j'ai souvent regardé de l'extérieur, c'est-à-dire pendant tout le temps où je n'étais pas moi-même cinéphile, ou du moins pas moi-même particulièrement intéressé pour le cinéma, parce qu'il y a eu un temps de cette nature chez moi. Et donc la cinéphilie me paraissait une espèce de sérail, une espèce de choses assez fermées, avec des gardiens du temple, avec un vocabulaire, avec des films qu'il fallait aimer nécessairement. Et quand je me suis vraiment intéressé au cinéma, quand j'ai un petit peu approfondi le sujet, je me suis rendu compte que beaucoup des films qui étaient censés être des films de cinéphiles, justement, ne me parlaient pas. Que certains films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma pouvaient me laisser indifférent. Euh, et, et, euh, et de ce fait, maintenant que je vais beaucoup au cinéma, des cinémas d'art et essai, que je suis un gros mangeur de films, et que débutant, parce que finalement je me suis mis il n'y a pas si longtemps que ça, mais maintenant que j'apprécie un certain cinéma exigeant, j'ai toujours un peu de mal avec ce terme de cinéphilie, parce qu'il me paraît quand même relever d'une forme, alors chez certains d'ailleurs même de snobisme, ça peut aller jusqu'à le côté un peu on lit les cahiers du cinéma, veste en velours et col roulé, mais j'ai toujours du mal. J'adore le cinéma, j'aime le cinéma, mais c'est difficile pour moi de voir la cinéphilie sous un jour non intellectualisant, en fait. Même si je, même si je connais plein de gens qui sont cinéphiles de manière très sincère et très simple, et pas du tout dans le snobisme. Mais c'est vrai que c'est un terme qui me, qui, qui peut-être en fait est galvaudé par une certaine pseudo-élite, un peu snob, un peu voilà, être cinéphile, c'est regarder des films que personne comprend et que personne regarde. Et je crois pas que ce soit ça la cinéphilie, mais oui, c'est un terme avec lequel j'ai du mal. En fait, parce que j'ai du mal à le cerner, je crois. Et toi, par exemple, tu décris ce rapport, si je comprends bien, plutôt récent à la manière de voir les films, peut-être qui est plus structuré qu'avant. Est-ce que tu te considères comme cinéphile à présent, d'une certaine manière?
C'est difficile, c'est un peu. Si on considère qu'être cinéphile, c'est faire un effort pour euh, pour voir du cinéma, pour voir pour aller vers des films exigeants, pour même pas forcément exigeants, mais en tout cas des films intelligents, ce qui serait déjà pas mal. Ça, oui, dans ce cas-là, oui, je suis cinéphile. Après, si être cinéphile, c'est cocher un certain nombre comment dire, de, de, de goûts prérequis, cocher faire partie d'une certaine caste, d'une certaine, ou du moins avoir vu certaines choses avoir déjà un certain capital culturel cinématographique. Ça, non, parce que d'abord, j'ai beaucoup de lacunes en cinéma. Il y a beaucoup de grands réalisateurs dont j'ai absolument rien vu. Et je n'en suis pas particulièrement fier, hein, mais voilà. Et en tout cas, si la cinéphilie, c'est un effort, oui, voilà, je veux bien être cinéphile. Mais si c'est un résultat, non, je ne le suis pas. Et je ne serai sans doute jamais, malheureusement. Mais Mais voilà, si oui. j'aime bien cette idée d'effort, j'aime même bien le mot qui est un peu repoussant au premier abord, mais finalement que beaucoup de personnes qui peuvent se dire cinéphiles portent en eux-mêmes cette idée Hmm. de quelque chose qui n'est peut-être pas évident dans un premier temps et qui peut le devenir justement à force d'une forme presque de travail, en fait, travail sur Hmm, soi, presque etc. d'apprentissage, ouais. Ouais. Oui, oui, apprentissage, tout à fait. Moi, Et je suis quand même curieux pour le coup parce que je te rejoins tout à fait sur cette idée mhm. de case à cocher qui est peut-être une des grandes maladies mais d'ailleurs pas qu'en cinéma, peut-être qu'on en Oui, dans tous parlera, les arts, dans tous les, ouais. voilà, cette espèce de petites listes qui, je pense que d'ailleurs au cinéma, plus que Mm. dans d'autres arts, c'est valable dans la mesure où le cinéma est quand même très vivant sur les réseaux sociaux, peut-être plus d'ailleurs que malheureusement d'autres arts. Où vraiment le cinéma aujourd'hui socialement est très prégnant et très accessible et du coup on trouve tout le temps partout des listes de films absolument à avoir vus. Ma question, je suis assez curieux en même temps, peut-être que ça peut amener à discuter sur des éléments plus précis. C'est quoi les films ou les réalisateurs qui faisaient partie de ces listes que tu as essayé d'explorer et qui t'ont absolument pas parlé D'ailleurs, entre parenthèses, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et après je te réponds, tu parles du fait que c'est particulièrement prégnant dans le milieu du cinéma, ce genre de choses. C'est peut-être aussi parce que le cinéma est un art récent et que Tout à fait. qu'on essaie d'une certaine manière de lui donner cette légitimité en faisant quelque chose d'un peu inaccessible, d'un peu hermétique, alors qu'en fait, enfin, je crois pas qu'il en ait besoin. Il n'y a pas besoin de ça pour qu'il y ait de grands réalisateurs, mais enfin, c'est peut-être lié à ça, mais c'est une piste comme ça. Mais sinon, oui, alors par exemple, il y a des films comme ça, quand on les regarde, on se dit, mais il y a ça aussi en littérature, quand on commence Proust, on se dit que si on n'aime pas, c'est qu'on est con. Et je- mais par exemple, alors j'ai évidemment toujours peur de le dire et passer pour quelqu'un qui, voilà, mais Citizen Kane, par exemple, voilà un film qui ne me parle pas. Typiquement, c'est un film voilà, je reconnais les prouesses techniques, je reconnais la qualité époustouflante des plans, de la lumière, des ombres, etc. Mais c'est un film qui, pour moi, reste chiant. Et tout bêtement, je reste devant. C'est-à-dire que ça ne me prend pas. Il y a certains, c'est ça qui me vient parce que c'est quand même un film absolument emblématique, et voilà. Et typiquement, c'est un film, je reste sur le pas de la porte. Quoique je reconnaisse les qualités techniques, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, des gens qui peuvent s'extasier devant un certain cinéma qui, moi, me paraît absolument ennuyeux. Et parfois, j'ai l'impression que la qualité d'un film doit se juger à l'ennui qu'on y éprouve. Je sais pas, par exemple, le Godard post-années 70 me paraît inregardable. Le Godard actuel, moi, pour moi, il est à la dérive. Enfin, je veux dire, quand on dit adieu au langage, des choses comme ça sont pour moi inregardables. Même déjà dans les années 80, des trucs comme, je sais pas, Prénom Carmen, Je vous salue Marie, pour moi, ce sont des choses inregardables. Et pourtant, des gens se complaisent d'aimer ça. Et je me demande toujours, je suspecte toujours ces gens de pas être tout à fait sincères. Parce que c'est quand même très chiant. Et beaucoup de gens vont dire que c'est très chiant, mais en société, vont le dire comme ça dans l'intimité, alors qu'en société, bah oui, il va falloir quand même reconnaître une certaine qualité. Mais il y a ça, pour le coup, dans tous les arts, même en peinture, en littérature, voilà. Euh, Par exemple, je sais pas, il y a un culte en peinture autour de Nicolas Poussin, mais en revanche, mais si on en parle aux gens dans l'intimité, ils reconnaissent que Poussin ne sait pas peindre, qu'il sait absolument pas dessiner, et que ses toiles sont absolument regardables. Mais il faut dire que Poussin c'est génial, parce que ça fait un télo. Et j'ai toujours ce souci un peu, mais ça rejoint la première question sur la cinéphilie,
cette question me vient toujours de me dire, mais dans quelle mesure ces gens sont vraiment sincères dans leur admiration? C'est un peu, mais c'est une impression aussi de Béotien, et de quelqu'un qui connaît pas parfaitement les codes, sans doute. Non, mais en tout cas, ça rejoint cette idée d'une certaine, parce que je peux pour le coup témoigner de la sincérité de personnes qui peuvent sincèrement aimer le Godard récent ou autre chose d'ailleurs. Bien J'en sûr. fais d'ailleurs partie, mais ce n'est pas absolument Mhm, pas le sujet de la discussion. Mais je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose de très souvent suspect mhm, par rapport à une certaine appréciation bien d'un sûr. cinéma qui est parfois érigé très gratuitement en fait, et sur un principe aussi beaucoup d'exclusion. Et tu l'as très bien dit de manière très concrète, c'est-à-dire que quand on commence Proust et qu'on a du mal, on peut très vite se sentir bête. De la même manière que parfois ne pas comprendre un film et même par extension ne pas comprendre pourquoi il est aussi reconnu peut nous laisser sur la touche. Et d'ailleurs, moi je me posais la question de à ton avis, si tu avais vu Citizen Kane, alors c'est une question très Mhm. abstraite finalement, mais si tu avais vu Citizen Kane sans avoir tout cet appareillage en tête, est-ce que tu penses que ton rapport au film aurait été au moins un peu différent? Mais j'aurais peut-être, en même temps, moi, mes goûts artistiques dépendent pas du tout de ce que les autres attendent. Donc, c'est-à-dire que je me fiche un peu de savoir si ce que j'aime est à la mode ou pas, parce que si je devais aimer les choses à la mode, j'aurais plus qu'à me prendre. Mais je pense que j'y suis quand même allé avec un a priori favorable, du fait du culte qu'il y a autour de ce film. Et j'en suis sorti, je pense que j'en veux à ce film de m'avoir déçu d'une certaine manière aussi. Je, je, que du coup, peut-être que je l'aime moins que ce que je ne devrais l'aimer, dans la mesure où on m'a tellement dit qu'il fallait l'aimer que que je ne lui pardonne pas de n'avoir pas su se faire aimer de moi, je crois. Et bon, encore une fois, c'est pas une bouse, hein, je veux dire, loin de là, mais je cite Citizen Kane parce que c'est un monument, mais il y a des films bien plus pourris que ça, hein, j'en ai conscience et malheureusement j'en ai vu. Mais c'est vrai que pour moi c'est un exemple un peu typique de ces films qui font une espèce d'unanimité et qui moi me laisse un peu, en tout cas de ce dont j'ai l'impression, et qui me laisse un peu sur le pas de la porte. En même temps, il y a des gens qui peuvent trouver que c'est complètement de la bouse Citizen Kane. Il y a des critiques jusqu'à... Bon, maintenant c'est un peu difficile, mais il y a des Mm. critiques qui ont longtemps dit que c'était de la merde. Et d'ailleurs, bien souvent, malheureusement, l'entourage d'un film, tout ce qu'on a pu en dire pendant des années, rend certains discours absolument inexistants et Mm. inexistables, d'une certaine manière. Mm. J'abîme un peu la langue, mais il y a certains discours qui deviennent irrecevables sur les films parce que Mm. il y a un entourage, il y a une construction qui a été faite autour, que ce soit intellectuelle ou purement émotionnelle, qui parfois Bien sûr. empêche complètement de. C'est pour ça que tu dis c'est pas une bouse, etc. Mais effectivement, toi tu penses que c'est pas une bouse, même si le fait t'aimes pas, mais on pourrait très bien considérer que quelqu'un On peut tout à fait à la trouve rigueur, en effet, ouais, ouais. absolument Bien immonde sûr. Orson Welles, mais tu vois, on se prémunit de ça en se disant mais non, Bien mais comment sûr. Orson Welles, c'est pas Ah oui, nul quand en même. soi, Voilà. etc. Alors que pourquoi pas? Oui, oui, et on se dit le problème vient de moi. C'est comme, je reprends l'exemple de Proust. Si on referme la recherche en se disant qu'on n'a pas aimé, c'est qu'on a un problème. Ça peut pas être la faute de Proust. C'est vrai qu'il y a il y a un processus de sacralisation, quoi. C'est vraiment l'aura de ces œuvres qui fait elles deviennent des objets sacrés, des objets tabous. Mais c'est un peu, c'est grave d'une certaine manière qu'on puisse pas qu'on passe dans certains cercles forcément pour un con si on dit qu'on s'est ennuyé en faisant Proust ou ce genre de choses. Enfin, je prends l'exemple de ce pauvre Proust et ce pauvre Orson Welles qui n'ont rien demandé, ils en prennent déjà pour leur grade, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait quand même qu'il y ait une doxa. Bon, il y a eu à toutes les époques, il y a eu une doxa et un corpus artistique qu'il fallait aimer, mais c'est vrai que d'une certaine manière, le cinéma étant jeune pourrait peut-être se prémunir de cette erreur aussi. Pourrait peut-être se dire, pour se laisser finalement laisser une plus grande liberté dans l'appréhension de ce qu'est la cinéphilie et moins ériger des canons. Après, peut-être qu'un art jeune a besoin de canons justement. Oui, puis on sent qu'il y a aussi le besoin de construire une certaine légitimité de spectateur. Mm. Enfin, en fait, je pensais, le nom m'est revenu, en fait, c'est Maurice Lemaître
dans un des derniers films où on l'entend dire, on parle d'Orson Welles et il en parle avec des mots d'une violence inouïe qu'on entendrait aujourd'hui pour vraiment un cinéaste de seconde ou troisième zone et il le dit sans retenue parce qu'il le pense. Et ça me fait penser à ce Mhm. que tu disais, que toi tu n'as pas besoin qu'on te dise ce qui est bien ou non pour apprécier ou non, mais c'est vrai que ça reste plutôt pas forcément difficile, mais que on a forcément un certain conditionnement en fait tout simplement Mhm, face bien sûr. au film du passé. C'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est parfois agréable de se confronter au cinéma du présent sur lequel il y a beaucoup de choses à faire justement, à construire, etc. Bah d'ailleurs, alors voilà, maintenant on a disons fait leur fête à certains artistes. Voilà, maintenant qu'on a dit du mal, disons du bien. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'inspire de manière large sur le cinéma? Je veux dire, au-delà des films que tu aimes, Ouais. est-ce qu'il y a des cinéastes ou des films où tu te dis que ça touche à une certaine idée du cinéma qui t'intéresse, qui te Oui, stimule? mais plein de films, parce qu'évidemment, c'est toujours plus drôle de parler de ce qu'on n'aime pas, mais il y a évidemment, évidemment plein de films, plein de réalisateurs, plein d'œuvres qui me, qui me passionnent, y compris dans les réalisateurs contemporains. Euh, Moi, j'ai eu, je crois que vraiment, enfin, je sais pas si c'est ça pour tout le monde, mais il y a quand même moi un film qui m'a révélé le cinéma, un peu, et révélé une idée que je n'avais pas du cinéma et qui m'est apparue dans toute son évidence comme étant la définition du cinéma. Alors même que je la cherchais pas. Je crois que ça fait ça aussi pour les lecteurs, il y a toujours une œuvre un peu d'éthique comme ça qui inaugure une carrière de lecteur, une carrière de cinéphile. Moi, c'est La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. C'est vraiment j'ai vu des films depuis, hein, je l'ai vu il y a peut-être il y a 2-3 ans. J'ai pas encore vu quelque chose. J'ai vu des films merveilleux, j'ai vu des films que j'adore. Mais j'ai encore rien vu qui me fasse le même effet. Un effet, pas, même bouleversant, ça veut rien dire. On le dit pour tout. C'est un film qui remue des choses à la fois métaphysiques, à la fois esthétiques, qui, qui moi me semble être touché à la plus grande puissance du cinéma, à vraiment ce que peut au plus vraiment ce que quelle est la plus grande puissance du cinéma. Pour moi, c'est ce film a vraiment révélé ça. Et, euh, et après, moi j'aime. Après, c'est mes tropismes aussi, hein, c'est mes passions, c'est mes marottes. J'aime le cinéma qui a affaire comme ça à une forme de sacralité, à une forme de dépouillement. J'aime quand quand le cinéma renoue avec finalement cette espèce d'élan un peu, peut-être un peu même médiéval, du mystère, de montrer des choses, montrer des images qui nous font palper quelque chose qui n'est pas palpable, justement, qui nous font toucher du doigt, qui nous montrent quelque chose qui n'était pas montrable, qui ne devrait pas pouvoir se montrer. Et c'est quelque chose, oui, vraiment comme les mystères médiévaux, quoi. On met deux tréteaux de foire et on joue la vie des saints d'une manière très presque vulgaire, et en fait, c'est le sacré. Et moi, je trouve qu'actuellement, un réalisateur comme Bruno Dumont arrive vraiment à faire des choses comme ça. J'ai adoré Jeanne, évidemment. J'ai adoré le petit quinquin et coin dans vraiment ce côté complètement loufoque, burlesque, très carnavalesque, très médiéval, qui soulève vraiment des questions très métaphysiques, très importantes, je trouve. Et ça, j'aime beaucoup ça dans le cinéma. En effet, c'est vraiment le côté par lequel je suis rentré dans le cinéma. Ouais, surtout que toutes les questions que tu soulèves me semblent aujourd'hui quand même extrêmement marginales parce que je m'attendais à ce que tu cites Bruno Dumont. Il me semblait avoir vu passer quelque part le fait que tu avais Mhm, vu et apprécié Jeanne. Et Bruno Dumont, depuis le départ, de toute façon, son premier film, La vie de Jésus, porte déjà en lui cette idée bien sûr. d'un sacré qui peut prendre des formes plutôt, comme tu le disais, des formes vulgaires, pas du tout au Même sens monstrueuse. péjoratif du terme, mais dans le Bon, sens ouais, une certaine quotidienneté, etc. bien sûr. C'est assez rare aujourd'hui quand même, c'est assez marginal. Je pense à réalisatrice pardon, italienne qui avait fait Corpo Céleste, dont j'ai oublié le nom, Non, je connais pas. Je le qui note. se penche pas mal sur ces questions, mais c'est vrai que tu dois quand Mhm. même être peu nourri, je dirais, sur cette dimension du cinéma contemporain. Oui, oui. Après, évidemment, je cherche pas seulement ça. D'ailleurs, je cherche Oui. pas grand-chose. Moi, quand je vais voir un film, je vais voir un film. Puis c'est le film qui viendra me dire ce qu'il a à me dire. Euh,
par exemple, je porte très très haut Almodovar et son dernier film, Douleur et gloire, est un très beau film et c'est pas du tout un film qui cherche à révolutionner notre vision métaphysique du monde. Euh, mais, euh, mais d'une certaine manière, il révolutionne une forme, notre regard esthétique aussi. Il y a une approche très esthétique, très, très, très baroque et en même temps très noire du monde qui me touche beaucoup et qui remue beaucoup de choses. Mais en effet, si on veut rester dans une veine un peu, en gros, à gros traits, Dreyer, Bresson, Dumont, c'est sûr que on n'est pas, euh, on n'est pas très alimenté actuellement. Moi, je suis quand même très sensible à ce que fait Zweiginsev. J'aime beaucoup. J'avais moi c'est un des plus beaux films que j'ai vu, c'est Le Bannissement, qui est son deuxième film, que je trouve absolument incroyable et qui moi m'a aussi nourri spirituellement à peu près au même titre qu'un Dreyer ou autre chose de ce genre. Et Tarkovsky, tu t'as exploré un petit peu parce que ce que tu parlais, Oui, ce que ouais. t'expliquais sur la révélation, moi je me souviens de cette impression très forte que un film que j'ai la chance de découvrir au cinéma, bah, comme quasiment tout Tarkovsky d'ailleurs, Mhm. c'est Andrei Roublev où Mhm, bien sûr. Ouais. j'ai compris entre guillemets les implications que peuvent prendre cinéma et la question du sacré sur un versant finalement pas du tout intellectuel, c'est-à-dire Mhm. pas du tout une réflexion qu'on porte après coup sur le film, etc. Mais au contraire le pouvoir de révélation du film, ce qu'il peut porter de ces questions-là, sur lesquelles je suis très mal à l'aise Mhm. pour le coup, mais André Roublet m'avait fait une impression très forte. Du coup, je sais pas si Tarkovsky, c'est un cinéaste que tu... C'est c'est toujours j'essaie toujours un peu de évidemment il m'est venu en tête tout à l'heure mais j'essaie toujours d'éviter la question parce que Tarkovsky je trouve qu'il est capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, Andrei Roublev, je trouve ça absolument magnifique. Euh, Ne serait-ce que pour l'image. L'image est à couper le souffle, il n'y a pas un plan qui soit ajouté, enfin, tout est merveilleux. C'est une magnifique réflexion sur l'art, sur sur la création dans son sens le plus spirituel, le plus métaphysique. Je trouve que c'est un film merveilleux. Je suis absolument en admiration devant Stoker, que je trouve incroyable. Enfin, là aussi, on touche, à mon avis, enfin, à mon maigre avis, j'ai pas, je suis loin d'avoir tout vu, mais qui touche vraiment de très grandes choses. Mais à côté de ça, il y a chez Tarkovsky, de ce que je crois, un versant très intellectualiste, et très élitiste, et très hermétique, et très excluant. Moi, j'avoue que j'étais allé voir, c'était une des premières fois que c'est peut-être le premier cinéma que je me suis fait depuis à partir de mon emménagement à Paris. Je suis allé voir Nostalgia et je Hmm. suis resté, mais pantois d'incompréhension. J'ai trouvé que le film était magnifique, enfin, les images sont très belles, mais je n'en ai absolument rien tiré parce que tout ça m'a paru d'un hermétisme un peu affecté, c'est-à-dire c'est ce que j'ai retrouvé dans Le Sacrifice ou dans Le Miroir, qui sont pour moi des films qui ne peuvent que laisser sur le bord de la route, dans la mesure où on sent bien qu'on veut nous dire quelque chose, mais est-ce qu'on veut nous en dire trop? Est-ce qu'on nous le dit mal? Mais je sens trop un effort de dire, et en même temps, moi, tout ça, je suis complètement hermétique à ça. Donc c'est vrai que je suis très admiratif voilà, d'Andrei Rublev et Stoker, je trouve absolument, enfin, vraiment des œuvres très importantes. Et à côté de ça, c'est vrai que Tarkovsky, parfois me laisse encore une fois sur le bord du chemin. Oui, je suis plutôt d'accord. J'ai beaucoup de mal avec le Sacrifice, qui est son dernier Ouais. film, que je Mm, trouve très empâté, très intellectuel, mm, justement, comme tu le disais, oui. où on est plus sur l'ordre du discourir Mm, que du montrer, et de ce mm, que le cinéma peut revêtir comme puissance d'évocation, etc. Mais je te posais la question parce qu'elle me semblait assez évidente, en fait, c'est du sacré, sachant, bien sûr. partant du principe qu'il y a des gens aussi qui sont absolument pas d'accord avec la manière dont Tarkovsky aborde les choses et les met en image, etc. Mais moi, j'avais vraiment eu ce truc très fort sur André Roublev, Mm, qui avait, bon, je vais pas raconter ma vie, hein, c'est pas le but, mais j'avais eu quand même un petit bouleversement où je me disais, mais est-ce que le cinéma peut finalement, je sais pas comment le dire, mais est-ce que le cinéma peut porter une haute idée du sacré à tel point que le sacré lui-même peut passer par le cinéma? Et moi, j'avais eu quand même un petit début de révolution interne face à André Roublev. Donc, ce que tu disais par rapport au film de Dreyer,
me semblait assez lié. Et aussi, j'ai pensé à Tarkovsky parce que le bannissement de mince, Zwiegincev, oui. merci, me fait à bien des égards penser à Tarkovsky, Je, notamment le très oui, long plan d'ouverture, mais c'est plus sur des oui. références purement plastiques pour le coup D'ailleurs, qu'autre même le chose. dernier plan sur cet arbre, ces Ouais. paysannes qui chantent. et- Mais oui, oui, je suis d'accord. C'est un peu le bannissement, c'est un peu Tarkovsky, mais on comprend. Je trouve que ça me faisait un peu, mais même d'ailleurs le retour aussi, à bien des égards, à quelque chose d'assez tarkovskien dans la plastique, la façon d'aborder le paysage, euh, un film que je trouvais magnifique aussi. Mais en effet, Zviegintsev, peut-être même plus encore que Tarkovsky, arrive à, je trouve, euh, réactualiser le sacré dans des situations en apparence très banales et où il se passe peu de choses, où il y a peu de mots. Et ça se passe de mots. Tu dis que le sacrifice, c'est en effet ça discours, et en effet ça parle, enfin ça, on sent qu'il y a une thèse et Mm. qu'elle elle est un peu pénible à exposer. Et alors que le retour, par exemple, ou même le bannissement sont des films où ça parle très peu, où finalement la thèse, elle est dans les images aussi. Elle est dans le bannissement. Une scène qui m'a bouleversé, c'est au moment où la femme avorte. Les enfants sont en train de reconstituer un puzzle qui est l'Annonciation de Léonard de Vinci. Et tout est dit. Rien n'est dit, mais tout est dit. Et je trouve que là aussi, c'est des petites choses qui, moi, me font sentir une puissance du cinéma que, que, que j'adore et qui m'intéresse, qui est de montrer que simplement, à travers un puzzle, une scène où on ne parle pas, simplement un plan comme ça très simple, très épuré, on peut arriver à faire dire aux images des choses fondamentales. Euh, ouais, tout à fait. Mais je suis d'accord. J'ai même pas envie de rebondir. En fait, je pense que c'est aussi une invitation aux auditeurs qui, finalement, indirectement, tu as fait une petite liste de films très cohérents en eux à découvrir ensemble, pas forcément les uns après les autres, mais à faire dialoguer de différentes époques, de différents pays aussi. C'est ça qui est assez fascinant. On a quand même la France contemporaine, la Russie contemporaine, Mm la -hmm. Russie des années 70. Mm -hmm. Euh, Moi, j'ai quand même eu toujours un truc en tête qui me, qui me taraude en quelque sorte parce que jusque-là, j'ai quand même discuté principalement avec des gens dont le centre d'intérêt principal est le cinéma, donc il y a une espèce d'évidence en fait Mm à -hmm. parler de cinéma, à parler d'image, parce qu'en fait, finalement, quand on devient, je sais pas si le mot obsédé est juste, mais quand on devient pétri de cet amour pour un art, etc., ça finit par conditionner notre rapport au monde quelque part, qu'on le veuille ou Bien non. sûr. Bah, il me semble que toi, c'est un peu plus la littérature. Alors peut-être que je me suis fait une image tronquée, mais alors pour le coup, j'ignorais malgré tout les films que tu aimais, etc. On n'en avait pas parlé à l'avance. Mais moi, je suis quand même intéressé toujours de ce point de vue que peut porter quelqu'un qui a été nourri d'un autre art sur le cinéma, sans forcément que j'ai ce cliché en tête que le littéraire Mm -hmm. considère que le cinéma est très secondaire, etc. Je ne prête d'attention à personne. Mais malgré tout, je- ma question risque d'être beaucoup trop large parce qu'il faudrait la déblayer ensemble. Mais en fait, je me pose vraiment cette question de comment on fonctionne intellectuellement, comment tu considères le cinéma alors que tu es un gros lecteur, je sais pas, mais au moins un lecteur passionné, il me semble, et ça, on n'a pas besoin d'en discuter longuement pour que je le comprenne, même des souvenirs que j'ai de discussions plus anciennes, je me souviens de cet amour pour certains auteurs que tu transmettais avec beaucoup de sincérité et d'énergie. Moi, je me souviens de Giraudoux, par exemple, c'est des choses qui Ah bah oui. m'ont Ah marqué. bah ça c'est bon, cher à mon cœur. Ben oui, mais c'est vrai que à l'époque, c'était il y a quelques années, on était plus jeunes et c'était assez rare pour moi de rencontrer des gens qui portaient un amour aussi important en fait à un artiste ou à un art en général. Et du coup, comment tu vois toi ce dialogue possible ou non entre le cinéma et la littérature et ou même toi dans ton propre rapport, comment tu vois le cinéma par rapport à la littérature? Est-ce que c'est un truc un peu secondaire ou je sais pas, c'est pas une vraie question en fait, mais Ouais, si, si, je me pose quand même un peu non, mais ces questions de rapport entre les arts. c'est riche.
En fait, moi, je crois que vraiment le premier art qui m'a passionné, c'est pas la littérature, c'est la musique. En fait, moi, j'ai commencé la musique tôt, je suis un fou de musique, et s'il y a un art qui vraiment conditionne ma vision du monde, comme tu l'as dit, dans ton cas pour le cinéma, moi, c'est d'abord la musique. Et d'une certaine manière, je pense que la porte d'entrée entre musique et cinéma est, c'est peut-être une fausse idée, mais il y a une plus grande porosité peut-être entre musique et cinéma, dans la mesure où un cinéma trop littéraire s'annule presque comme cinéma, devient une espèce de théâtre d'idées, quelque chose de très verbeux, comme peuvent l'être. Alors, il y a je porte au nu certains films de Romer, mais il y a des films de Romer que je hais de tout mon cœur, et il y a certains films qui ça parle trop. On a envie de lui dire écrit, de dire Eric, écrit. On sent le prof de lettres, on sent le donc écrit. Et, et il y a alors que la musique est un art qui veut rien dire. Et donc peut-être que le fait d'avoir été d'abord moi conditionné par la musique m'a fait aimer aussi un cinéma un peu gratuit, ou en tout cas un cinéma comment dire, esthétisant qui cherchait moins à dire. Et ce qui fait que des choses comme oui bah même comme Ziagintsev ou comme j'ai pas forcément d'exemple là, mais des cinémas comme ça très contemplatifs, très Bresson, par exemple, ou, un film comme Au hasard Balthazar, qui est un film comme ça extrêmement dépouillé, qui est moi, encore une fois, c'est un monument pour moi, ça, ce film, et qui d'ailleurs a un usage de la musique particulièrement touchant. Et je pense que c'est ça, moi, qui d'abord me touche au cinéma, c'est aussi une certaine forme de rapport musical au monde, je veux dire, dans un rapport qui cherche pas à nous dire quelque chose. Hein, le film à message, par exemple, ça peut vite m'ennuyer. Et j'aime bien le film qui se déploie plutôt comme une mélodie, comme une symphonie, qui cherche plutôt ça. Et alors après, le rapport dont tu parles entre cinéma et littérature, euh, évidemment qu'il est important. Un lecteur a toujours envie d'aller voir après l'adaptation du bouquin, ou au contraire a envie d'aller lire le bouquin après le film. C'est plus ou moins d'ailleurs. Parfois, il y a des réalisateurs qui s'en tirent bien et d'autres qui, au contraire, font n'importe quoi. Il y avait une adaptation de Belle du Seigneur il y a quelques années qui était un scandale, un scandale de nullité, alors que Truffaut a fait d'assez beaux films avec des livres absolument inintéressants. Euh, mais euh, mais moi j'aime bien, mais je crois qu'en fait enfin, il y a un côté très Mélanie Laurent, ce que je veux dire, j'ai un rapport très musical au monde, chez le moment, et que j'aime bien ce qui, comme la musique, cherche pas forcément à me dire quelque chose. J'aime bien les poètes qui cherchent pas forcément à me prouver quelque chose. Et on parlait de Dumont tout à l'heure, et Dumont, lui, c'est un fou de Peggy. Et moi, ce que j'aime chez Peggy, c'est que ça se répète beaucoup, c'est lancinant, c'est très musical. Et donc, au cinéma, ça fait des choses merveilleuses. Et Jeanne, on y revient, sublimé par le texte de Peggy et par la musique de Christophe. J'étais très triste d'apprendre la mort. Donne vraiment un film qui, pour moi, est, je trouve merveilleux parce qu'il finalement, il n'a pas grand-chose à dire, mais il arrive quand même, en fait, à toucher du doigt les choses les plus profondes, à mon avis, qui puissent être pensées et dites. Ouais, c'est assez inattendu en même temps, ce rapport que tu fais plus évident entre musique et cinéma, parce que d'ailleurs, une chose intéressante, c'est que le rapport qui est d'abord très commode entre littérature et cinéma, où on adapte les grandes œuvres au tout début du cinéma, vraiment les années 1900, etc., Hum, va être très vite vu comme la première limite et la première grande bataille hum, entre ceux qui cherchent une spécificité au cinéma et ceux hum, qui, au contraire, se complaisent dans ce processus très bourgeois d'adapter les grandes œuvres, hum. les grandes pièces pour plaire à un Bah, certain cinéma de public. qualité française. Ouais, typiquement, tout à fait. Mais j'aime bien ouais, cette idée d'un cinéma musical, mais pas forcément musical en termes de... on calquerait le rythme du film sur une partition, mais plutôt cette conception de la musique qui peut transmettre des idées sans avoir à leur donner une forme verbale ou de discours. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que effectivement tous les cinéastes que tu as cités quelque part ont ce truc qui est musical sans être évidemment de la musique. Typiquement Bresson, le rythme propre à Bresson a quelque chose d'assez musical. Effectivement, enfin
Il y a un lien qui Et, m'intéresse. et c'est ouais, ouais, et c'est peut-être ça qui me fait aussi aimer parfois des choses, d'ailleurs, parce que là, du coup, on a l'impression que j'ai des goûts complètement jansénistes en cinéma. On a cité que des auteurs absolument dévorés par l'angoisse du péché. Mais il y a ça aussi, d'une certaine manière, dans un cinéma plus pop, plus... bah, tout à l'heure, je parlais d'Almodovar, et les films d'Almodovar ont aussi ce rythme extrêmement, tout en étant aussi, d'une certaine manière, des films euh, très espagnol, donc très catholique aussi, très doloriste, très hystérique, très. Mais il y a aussi sans doute cette forme de rapport, cette gratuité comme ça qu'il y a dans la musique, dans un certain mouvement, dans un certain. Et puis le cinéma, c'est, enfin bon, j'invente rien quand je dis ça, mais c'est quand même un art du corps. Donc et la musique, c'est quand même fondamentalement un art du rythme, un art du corps, de la pulsation. Et moi, j'ai retrouvé il y a des films de cinéma qui me font l'effet de cette bouffée rythmique et libératrice que peuvent me faire des morceaux de musique. Je sais pas, pour moi, un grand film de liberté, c'est Milou en mai, par exemple, de Louis Malle. Et voilà un film qui, pour moi, est une grande danse aussi. Parce que c'est une espèce d'assomption des corps où les choses se troublent, vacillent un peu comme dans la musique. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse aussi un peu dans le cinéma. C'est, Bon, c'est comme dans la musique, en fait, c'est de perdre un peu la notion du discours linéaire, peut-être. Non, en fait, tout ça rejoint un petit peu la question qui était une fausse question et qu'en plus que j'ai très mal Mhm. formulée au départ de ce qu'on est en train de dire. C'est le fait que moi qui m'intéresse d'abord au cinéma, il y a quelque chose de vraiment pas évident après à aller dans la littérature. Ça a longtemps été une forme, on va dire une source un peu de complexe et très vite j'ai compris que non, finalement il y avait eu une rencontre et qu'elle avait Mhm. construit plein de choses. Et du coup, quand je lis un livre, il y a une démarche qui est pas du tout la même que quand je regarde un film ou autre. Et la musique, ça me semble pour le coup très compliqué aussi parce que euh, typiquement pour moi, la musique a quelque chose de très complexe. J'aime beaucoup écouter de la musique. Je m'intéresse un peu plus entre guillemets rigoureusement à la musique classique au sens très large. Je sais Mhm. que le classique bon, bref, la musique autre que pop ou même rock ou des choses Mhm. beaucoup plus récentes, jazz, etc. Mais il y a quelque chose d'assez difficile, je trouve, justement, parce que euh, j'ai l'impression que quand on n'a pas cette, pas forcément éducation, parce que c'est des choses qui peuvent se faire un peu d'elles-mêmes, il y a quelque chose de l'ordre d'une exigence pour comprendre la musique. On peut la recevoir, la trouver très belle, mais au bout d'un moment, ça me suffisait plus. Je dis oui, c'est beau, d'accord, Mhm. mais je veux essayer de recevoir ce qu'on a à me donner. Et du coup, c'est un peu la question que je me posais parce que moi, je me rends compte aussi dans justement des discussions que je peux avoir et aussi des choses qu'on a déjà un petit peu abordées rapidement ici, c'est le fait qu'il y a des évidences pour moi qui ne le sont pas pour des autres. Et j'ai un peu l'impression que quand on a un rapport très fort avec un art, on se retrouve assez rapidement presque conditionné, et le mot est un peu violent quand même, on peut très bien s'ouvrir à d'autres choses, mais j'ai l'impression que c'est assez fort quand même et que ça peut créer parfois ces hiatus sur d'autres arts, mais en même temps, parfois quand on est touché par quelque chose en particulier, et comme ça a l'air d'être ton cas, on peut tout à coup rentrer dans un art par justement ces choses qui vont nous toucher et où tout à coup on va se dire ah mais oui le cinéma ou ah mais oui la littérature en fait porte des idées qui prennent des formes différentes mais dont le fondement entre guillemets peut être le même et ça peut nous toucher un peu de la même manière. Et c'est aussi pour ça que je voulais discuter avec toi, c'est parce que je ne côtoie pas assez de littéraires ou de mélomanes et du coup ma vision du monde est trop restreinte. Euh, En plus, le roman que t'as écrit, il fait un peu cette jonction parce il est sur Jean-Sébastien Bach. Je sais pas si c'est sur Bach, mais en tout cas, ça raconte un épisode de sa vie. D'ailleurs, c'est drôle, mais ça raconte un épisode particulier de sa vie où il part à pied pour rencontrer un grand maître de la musique. Je sais pas comment si tu le résumerais comme ça. Si, Euh, si, c'est ça. C'est un épisode de sa vie qui s'est sans doute produit. On n'a pas de certitude exacte, mais enfin, c'est presque sûr. Il a marché, il avait 20 ans, il a marché 400 km en plein hiver pour aller rencontrer Dietrich Buxtehude, qui est un immense compositeur du XVIIe siècle.
Mais c'est marrant parce qu'en ayant lu ton roman, j'ai absolument pas ressenti le besoin d'aller vérifier si c'était vrai ou non, pour le Mhm. coup, parce que je me suis dit que la véracité, en lisant ton livre, en tout cas, la véracité de l'événement Mhm. était très anecdotique à côté Oui. du voyage, à la fois intérieur et le rapport entre sacré et art que tu nous racontes. Et finalement, on s'en fiche complètement de savoir si ça a eu lieu et si ça a lieu comme ça, quoi. Oui, oui, ce qui est important finalement, c'est ce qu'on peut en faire, c'est ce que. Mais là aussi, enfin, c'est la même chose au cinéma finalement. Euh, on- Ceux qui chipotent sur les anachronismes, sur les choses comme ça, c'est pas très intéressant. Lucchini raconte ça à propos de Perceval le Gallois, qui avait toute une querelle quasiment byzantine sur l'usage de l'acier dans le film. On s'en fout, c'est pas la question. Romer a fait un magnifique film en faisant Perceval le Gallois, point barre. Et Bruno Dumont, la prison dans laquelle Jeanne est enfermée, c'est un bunker. Euh, voilà, l'anachronisme est fructueux, moi je trouve au contraire. L'anachronisme dit beaucoup de la capacité à dire quelque chose quand on n'y est plus aussi, et à parler, parce qu'on raconte toujours au passé, et c'est même le cinéma vient après, parce que s'il vient pas après, c'est du reportage. Alors c'est une catégorie de cinéma, le documentaire, etc., mais c'est pas de l'œuvre de fiction. Le cinéma de fiction, il vient après, ou, enfin, ou il vient jamais, ou c'est jamais dans un temps précis, mais en tout cas, il y a toujours un hiatus, quoi. Et c'est ça qui est fructueux, moi je trouve, c'est de parler de quelque chose quand on n'y est plus, quand ça n'est plus, quand c'est passé. Et, euh, et ça, c'est ce qui, oui, bah, c'est ce qui m'avait intéressé dans le roman, c'est ce qui m'intéresse dans. Mais c'est drôle parce que quand j'avais fini, ça faisait pas très longtemps que j'avais fini La Cellette ton serviteur quand je suis allé voir Jeanne Dumont et je suis sorti du film en me disant, mais c'est drôle, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur l'anachronisme. Je suis d'accord pour dire que c'est parce que c'est quand même ce qui montre aussi, c'est que finalement sa Jeanne, elle est actuelle parce elle est dans un bunker anglais, enfin, enfermée par exemple un bunker allemand, mais qui sert de prison anglaise. Elle est assez bourrée d'anachronismes. Il filme ça dans la cathédrale d'Amiens, qui est pas franchement décorée à la sauce médiévale. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir que c'est dans ces pierres-là, avec cette musique-là, les choses peuvent se dire de la même manière. Et, euh, et je trouve ça merveilleux. On parlait du bannissement. Le bannissement, c'est quoi? C'est l'histoire de l'Annonciation et de la Nativité, mais dans une version très noire et très désespérée. Mais, mais tout ça se passe au milieu des voitures, au début du XXIe siècle, et ça n'a pas perdu de sa force. Et c'est ça que je trouve merveilleux quand la littérature, la littérature, l'art, de manière générale, arrive à réactualiser euh, les choses qui sont un peu éternelles. Quand, je sais pas, quand les primitifs italiens ou les primitifs flamands, ils peignent des scènes de la Bible en les habillant comme au 13 ou 14, en habillant les gens comme au 13e siècle ou au 14e siècle, eux-mêmes n'étaient pas dupes, ils savaient très bien qu'on ne s'habillait pas comme ça dans les temps bibliques, mais c'était pour montrer une forme d'actualité, c'est un peu moderne de dire ça. Modernité, c'est débile, c'est un mot qui veut rien dire, mais pour montrer une forme au contraire d'intemporalité et d'éternité. Moi, je trouve ça merveilleux quand un artiste arrive à faire ça. Je trouve ça Moi, très c'est fort. exactement ce qui m'a énormément bouleversé devant Mama Roma de Pasolini pour le coup. Ah bah, C'est oui. exactement ce Ah que bah, tu es en train de dire. Cet anachronisme, non seulement comme non pas une erreur, mais même comme une force. Parce que je crois que Mama Roma, ce qui le rend aussi puissant et beau, c'est l'absolue présentéité du monde qui nous présente, mais le côté éternel de ce qu'il nous raconte oui, entre les personnages. d'ailleurs, c'est encore un film absolument merveilleux, Mama Roma. C'est ce hiatus aussi temporel qui double aussi d'un hiatus social dans le film. C'est ces ruines, cette espèce d'espace de non-lieu, des ruines qui sont un peu la banlieue, un peu Rome, un peu des espaces entre deux. Et le film aussi va comme ça dans cette espèce d'entre-deux temporel avec cette mer qui est une espèce de mer complètement universelle, qui est complètement virginale et, et, et c'est merveilleux de la part de Pasolini d'avoir réussi un tel tour de force, d'avoir montré une femme aussi du XXe siècle, aussi contemporaine qu'est Anna Magnani, qui est quand même une icône de du XXe siècle, et d'avoir réussi à tirer de cette femme l'essence même de ce qu'est la maternité. C'est incroyable.
C'est marrant, tout à l'heure, tu as employé le mot hiatus, et c'est notamment pour parler de ces moments un peu anachroniques, et c'est exactement le mot qui m'est venu en tête quand j'ai lu Laisse aller ton serviteur sur ces petites piques qui m'ont semblé très ponctuelles justement, juste des mots parfois qui me semblaient justement assez anachroniques. Alors peut-être que pas du tout, mais je crois qu'il y a un moment, il y a The Place to Be, ça m'a Oui, marqué oui, par en exemple. effet. Ouais, ouais. Et en fait, c'est le mot qui m'est venu en tête, c'est hiatus, et où en même temps, ça me semble complètement correspondre à ce que tu dis sur les anachronismes. Alors là, pour le coup, plus entre guillemets, tu me corrigeras si ça te plaît pas, mais plus stylistique, c'est-à-dire qu'en termes de Ouais, ouais. diégèse, on reste relativement Hmm. correct, fidèle, on va dire. Les historiens, a priori, n'auront, je pense, pas grand-chose à te reprocher. Je suis pas historien, donc j'en sais rien, mais il y avait stylistiquement comme ça des choses, des espèces de pics, mais que j'ai trouvé extrêmement en même temps euh, presque douce et subtile en fait. Il y avait rien d'agressif quoi. Je veux dire, c'était pas de la, j'ai pas vécu qu'une Hmm. provoque ou autre. C'est Ouais, marrant, oui, non, c'est ça le mot qui m'a. m'était venu en tête. Ouais, ouais, c'est pas, en effet, de la provoque pour la provoque, c'est pas très intéressant. Mais après, bon, là, on vient de parler de Pasolini, alors je me vois un peu couillon de parler de mon bouquin après, après avoir parlé de Ah oui, Pasolini. non mais c'est Mais, moi je te dis ce que je pense. bien Après, sûr, t'en fais ce que tu bien sûr. Mais t'obliges c'est pas. vrai que moi, ça m'intéresse parce que je, ça me, je trouve pas ça très intéressant de raconter quelque chose qui s'est passé en 1705 en essayant de parler comme on parlait en 1705. Parce que de toute façon, je pourrais très bien essayer de faire un exercice de style et écrire ça comme au début du XVIIIe siècle, mais mon lectorat, il n'est pas du XVIIIe siècle. C'est, c'est pas, c'est pas intéressant, je trouve, de ne pas montrer dans la langue tout ce qu'elle a charrié en 300 ans, tout ce qui s'est agrégé et tout ce que, pour moi, parce que c'est magnifique de me dire que la langue peut encore parler, peut encore garder mémoire de choses qui se sont passées, qui sont passées, et que la langue finalement a cette valeur un peu aussi monumentale au sens vraiment le plus propre, quoi. Elle fait mémoire, quoi, elle garde mémoire. Et en ça, puisque quand même la discussion est partie du cinéma, le cinéma c'est quand même un art de la mémoire. C'est quand même montrer et remontrer ce qui est passé devant une pellicule et ce qui s'est fixé à jamais, quoi. C'est, enfin, devant une caméra et ce qui s'est fixé à jamais. C'est assez incroyable. C'est émouvant. Peut-être qu'on a un peu perdu ça maintenant ça fait 150 ans qu'on fait des photos et que ça nous est, enfin, je veux dire, on baigne au milieu de photos de gens morts. Enfin, je veux dire, en fait, ça devrait nous paraître assez glauque, parce que finalement, on arrive à garder trace quand même de plein de choses qui n'existent plus, et on arrive comme ça à fixer. Euh, enfin, ça donne un peu l'impression que au bout du compte, tout art, tout type d'art est un art funéraire quand même. Que au bout du compte, tout, on fait, ça fait des milliers d'années qu'on fait de l'art, et en fait, on n'a pas progressé d'un pouce depuis l'art funéraire, depuis le, voilà, on fait des tombes, en fait, on fait des tombeaux, comme en musique, on fait des tombeaux pour les compositeurs morts ou pour les nobles, etc. Mais, et c'est très émouvant, ça, je trouve, quand on fait de l'art, quand on s'intéresse à de l'art, ben, quand même, on vit au milieu des morts. Et, enfin, je trouve ça très, très beau, voilà. Quelque chose qui m'émeut beaucoup. Et le cinéma, je garde particulièrement ça. Voir un acteur mort dire encore ces répliques 50 ans après, c'est presque assez fou. Ouais, quelque chose que je trouve assez séduisant dans tout ça, c'est l'idée de la rencontre. Le livre qui permet de rencontrer justement à notre propre époque ce parcours, cette aventure, le cinéma qui nous permet de rencontrer une femme universelle à la fois ancrée dans son temps, qui est le sien en plus, au moment où le film est fait, parce que finalement on parlait de Pasolini, etc. Mais c'est les années 70, et c'est absolument nécessaire. Je veux dire, le Mhm. film, c'est un film des années 70. Et à chaque fois, c'est aussi cet espace de rencontre entre des temps, entre des êtres, et j'aime bien cette idée de la rencontre qui me semble un peu à la croisée de ce que tu disais, et par exemple la rencontre avec les morts qui ne viennent pas forcément nous hanter, mais qui viennent plutôt à notre rencontre, justement, où nous allons à leur rencontre. Euh, mais cette idée, en plus de l'art funéraire, etc., elle est quand même très liée à la photographie, Bien sûr. pas du tout par essence ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que très tôt, on a pris en photo les morts, et la photographie est devenue Mhm. cet outil, justement, de préservation, pour le coup, c'est complètement perdu. Même s'il y a un très beau film d'Ozon, François Ozon, un court-métrage sur le sujet,
qui s'appelle La Petite Mort, euh, D'accord. qui parle de ça. Mais ça me vient, je le conseille comme ça aux auditeurs, Mhm. Mhm. parce que Et à ça a un moi, lien avec. parce que je l'ai pas vu. Je sais pas s'il se trouve sur Ouais. Internet, mais c'est un lien avec ce qu'on disait dans mes souvenirs. D'accord. Mais, D'accord. Ouais, mais c'est vrai d'ailleurs que le cinéma a ce côté un peu cérémoniel et assez religieux. On va quand même dans une salle obscure, communier tous au même écran, en silence. Il y a ce côté que j'aime bien, d'ailleurs que j'aime beaucoup. Ça fait partie aussi, justement, on parlait de la cinéphilie pour commencer, ça fait partie aussi de la cinéphilie, ce geste d'aller au cinéma, d'aller s'enfermer, d'aller dans le noir, de faire comme ça une espèce de mise entre parenthèses du monde et puis revenir et rouvrir les yeux. Et, enfin, c'est une petite mort au monde aussi. C'est une petite mise au tombeau qu'on vit quand on va au cinéma. C'est génial. On rentre dans la caverne, on nous passe des images et puis après on ressort au soleil. Et non, c'est vrai que c'est assez émouvant parce que le cinéma, c'est vrai que, euh, enfin, en fait, tous les arts, enfin, il y a quand même un geste qui fait qu'on va vers. On va vers l'œuvre, le livre, on l'ouvre. C'est pour ça que moi, c'est mon côté réac, que je supporte pas le livre électronique, les tablettes, pour les liseuses, tout ça. C'est parce que pour moi, un livre, c'est un objet. C'est important d'avoir un rapport, un rapport physique, un rapport charnel. Le livre, on l'ouvre, on le lit de gauche à droite ou de droite à gauche, hein, ça dépend de quel pays, mais on l'a chez soi, on a un rapport personnel avec lui. Et c'est très important, moi, je trouve, c'est très très important. Et le cinéma a complètement c'est ça qui me fascine, peut-être aussi qui m'a rebuté un certain temps et qui m'a empêché d'y aller aussi, d'approfondir ma connaissance du cinéma, de me faire une culture cinématographique. C'était peut-être ça aussi, c'est peut-être ce rituel, ce décorum presque qu'il y a autour du cinéma qui peut faire peur un peu, comme tant de gens qui ne vont pas au concert, notamment au concert de musique classique, parce que il y a quand même ce côté très ritualisé, avec des conventions, des choses. Euh, Ça peut faire peur, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de d'initiation, de rituel presque un peu maçonnique. Enfin, moi, je trouve ça bien ça dans le cinéma. Je trouve que ça participe beaucoup au charme du cinéma. je me permets une parenthèse parce que ça me semble vraiment approprié pour le coup. Il y a un cinéaste que j'admire énormément, que tu connais peut-être, qui s'appelle Stan Brakhage, qui est pas très Mhm. connu parce que Mais c'est du ouais. cinéma d'avant-garde, Mhm. qui parfois est considéré comme faisant partie de Ouais, ouais. justement des choses un peu pédantes, mais en fait il fait des films qui ont parfois été pensés comme des vitraux, et il a notamment fait Mhm. toute une série autour des vitraux de Chartres. Et en vrai, moi Mhm. j'ai eu la chance un jour de voir certains de ses films dans une église. C'était à Lyon d'ailleurs, c'était les mince, j'ai oublié laquelle, qui est vers Guillotière. Ouais, je connais mal Euh, Lyon, ouais. C'est toi qui vas. Il y a que c'est toi qui te c'est fait l'église plaisir. centrale dans les deux étendards et j'ai bon bref. Il se trouve donc que on a Ah pu oui. voir ces films dans une église et ils ont pris une dimension tout à coup absolument incroyable parce que c'était tout à coup le lien, comme tu le disais, entre ce rituel très sacré et la projection qui devenait ce filet de lumière qui venait imprimer un écran et qui retrouvait quelque part le rôle qu'on a pu attribuer aux vitraux, euh, que je connais très mal. Moi, ce que je te dis, c'est plus du point de vue cinéma, mais il y avait une espèce de rencontre très forte et presque Mhm. évidente, au-delà du fait que les films étaient pensés aussi parfois comme des vitraux d'une certaine manière. Donc ça, c'était une Mhm. expérience incroyable et ça c'est un des exemples qui sont c'est rare, c'est marginal de ce genre de situation, évidemment, mais malgré tout, il y a parfois des cinéastes qui sont allés très très loin dans cette idée de la projection comme un moment qui peut parfois se rapprocher très très près d'une messe et de tout ce que ça implique de rituel, mais aussi de posture en fait individuelle, presque de prière en fait. Et c'était quand même très très beau cette projection et je vous invite à découvrir les films de Stan Brakhage, mais une nouvelle fois sur un écran d'ordinateur. Je suis pas persuadé Ah que oui. on y trouve même la même puissance, etc. Mais je suis même pas sûr qu'on voit le film en fait. Ouais. On le voit, mais on ne le comment dire, il ne nous traverse pas. T'es attaché à la salle de cinéma en particulier ou tu regardes des films beaucoup sur ton ordinateur ou sur une télé Bah moi, hors confinement, normalement, je vais beaucoup au cinéma. Mais là, en ce moment, n'ayant pas de
télé là où je suis à Paris, c'est mon ordinateur. Donc globalement, je m'en sors pas mal. Il y a une pas trop mauvaise qualité, mais enfin, c'est sûr que ça vaut pas un écran. Et ça commence un peu à me manquer. La dernière fois que je suis allé au cinéma, commence à remonter un peu trop à mon goût. Et, donc, mais sinon, oui, je suis comme tout le monde sur mon ordinateur. Je suis abonné à la Cinétech, qui a un très bon fond, ma foi. Tout à fait. Mais, oui, mais c'est vrai que j'aime ce côté un peu religieux de cette espèce de petite messe quand on va au cinéma, une espèce de communion comme ça. On est avec des gens avec qu'on connaît pas, comme ça. C'est comme à la messe en fait. C'est très très proche. C'est très très proche d'une messe. Et on va comme ça voir les images, voir les. Finalement, c'est le relais un peu des fresques dans les églises, du chapiteau des colonnes. Enfin, le relais, pas forcément, parce que d'ailleurs, on peut aussi aller au cinéma et à l'église. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable de maintenir. C'est pour ça que c'est très important, ouais, de maintenir cet espace qui est la salle de cinéma, qui est un espace ben, sacré, mais au sens le plus étymologique, quoi. C'est séparé. C'est vraiment un lieu séparé, un lieu qui mène ailleurs, quoi. Et c'est ça qui est très important, je trouve très beau. Moi, il y a une idée que j'adore, qui est très lointaine, je sais plus qui a déjà pensé ça. Évidemment, j'emprunte cette idée, mais il y a certains faisaient ce travail d'analyse très simple, hein, de dire voilà que le lieu même de la salle de cinéma faisait penser au lieu sacré, etc. Et il y avait aussi l'idée de la lumière, et que la lumière qui traversait la pellicule pour venir imprimer une image sur l'écran avait ce lien avec la lumière qui venait traverser le vitrail, et le vitrail qui avait Ouais, aussi ce rôle de narration aussi quelque part, de ouais, raconter visuellement les textes sacrés et de permettre de donner une certaine vision, une certaine bien incarnation sûr, bien visuelle à sûr. ces textes. Et je trouvais cette idée très belle, Ah qui oui, non, c'est dépassait magnifique. l'espace, cette idée de la lumière qui traverse quelque chose pour Ouais, bien venir sûr. annoncer quelque chose. J'aimais bien cette idée. Ouais, c'est magnifique. C'est complètement l'idée du vitrail gothique quand on voit ce que l'abbé Sugère, qui est quand même le papa de l'art gothique, disait du vitrail. C'est quand même ça le rôle qu'il assigne au vitrail, c'est manifester euh, la qualité de la lumière, qui est en fait une qualité divine, un attribut divin. Et c'est nous faire voir à partir de ce phénomène physique, à partir des jeux de lumière, de cette débauche de lumière qu'on peut trouver dans les plus beaux édifices gothiques, c'est quand même de manifester la grandeur du divin. Et c'est très très beau d'arriver comme ça, finalement aussi de ce christianisme euh, comment dire, qui exalte d'une certaine manière la matière, qui ne méprise pas la matière, parce que contrairement à ce que pensent un peu hâtivement des athées un peu forcenés, un peu matérialistes, le christianisme ne méprise pas la matière, ou tout du moins pas le catholicisme ne méprise pas la matière. Et cette exaltation de la matière qui permet d'aller vers une contemplation, c'est très beau. Et c'est vrai que le cinéma, c'est quand même, je veux dire, quand on va au cinéma, il n'y a pas un moment où on se retourne pas pour regarder la petite loge du projectionniste, pour voir le faisceau de lumière parce que finalement, on sait comment ça marche techniquement, c'est qu'une surface, c'est que cette espèce de toile sur laquelle est projetée de la lumière, c'est quand même incroyable. Et ça marche, et ça fait quand même du film. Et on est un peu, enfin, c'est un peu comme des enfants devant la lanterne magique, quoi. On, on contemple quelque chose peut-être qu'on le comprend techniquement, c'est ce qui nous sépare des enfants, mais ça donne toujours quand même un miracle. Et c'est ça que je trouve assez, non, c'est réjouissant, et ça nous met dans une espèce d'extase un peu enfantine et innocente, comme ça. Bah écoute, je sais pas si tu as d'autres idées que tu voulais transmettre. Peut-être qu'on pourra rediscuter dans un deuxième épisode éventuellement Ah oui, si d'autres choses te viennent en tête. volontiers, Juste, volontiers, non, je me vois mal, après tout ce qu'on a dit, partir sans ma petite question de Laurent Ruquier. En plus, voilà, On n'est pas couché s'arrête à la rentrée, donc il faut que je le remplace. non, pas Euh, vrai, je ne savais même euh, pas. non, je n'oserais pas. Est-ce que La série Ton serviteur pourrait être adaptée en film, à ton avis? Est-ce que c'est un truc auquel t'as pensé même? Parce que je sais pas, quand on écrit son premier roman, est-ce que quelqu'un un jour va l'adapter au cinéma?
Alors, de toute façon, on est obligé d'y penser, parce que quand on signe le contrat, il y a tout un paragraphe, enfin, tout un contrat Ah, je séparé l'ignorais. à propos de ça. Mais on est bien obligé d'y penser. Euh, oui, alors, je pense que c'est adaptable, et ce sera plus dans la veine Zviagintsev que la veine Almodovar, pour reprendre deux noms qu'on a, qu'on a évoqués. Mais ce serait sans doute pas impossible, quelque chose serait évidemment très contemplatif, mais ce serait sans doute pas impossible. Mais en même, oui, de toute façon, rien n'est impossible à l'art, alors rien n'est impossible au cinéma, mais ça devrait être possible. En plus, enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas, moi qui l'ai écrit, c'est l'impression que j'ai. C'est pas un livre où ça parle beaucoup, c'est très verbeux, alors ce serait sans doute pas un film où ça parle beaucoup, mais ça me va bien. Moi, les films trop bavards, au bout d'un moment, on comprend plus. C'est mon côté. Parce que moi, j'aime bien lire, mais en fait, je dois être le lecteur un peu paresseux. C'est-à-dire que j'aime bien lire des livres, mais après, quand c'est plus des livres, j'ai plus envie qu'on me parle. J'ai envie de voir de grandes images. Et, mais j'exagère un peu. Je citais tout à l'heure, on parlait des Nuits de la pleine lune. Voilà un film bavard, et en même temps, c'est un chef-d'œuvre, à mon avis. Mais oui, c'est peut-être faisable, peut-être faisable. Message à tous les, à tous les réalisateurs qui nous écouteraient. Si vous voulez me faire des droits. Mais le message est lancé, et justement, on se quitte sur Les Nuits de la pleine lune, puisque comme toujours, on se quitte en musique, et toi, tu as choisi Très bien. Les Tarots Eh, d'Elie et eh Jacquemart. ben, oui, Quand même une très belle évidemment. musique. Je sais pas si tu veux le Ah, commenter, ou si juste on se quitte là-dessus. oh non, mais pour moi, c'est un peu, c'est mon hymne personnel au cinéma. C'est vraiment, pour moi, j'entends ça, c'est bon, je suis au cinéma. C'est pour ça que j'adore ce film, j'adore cette musique. J'adore Pascal Augier. Et Voilà. bien en plus, on se quitte joyeusement, parce que c'est quand même une musique extrêmement Oui, entraînante. oui, oui. Merci beaucoup en Exactement, tout pour cas, fêter le Simon. déconfinement s'il arrive. Mais non, Effectivement, effectivement. merci à toi, Louis, merci de ta proposition. À très Merci. bientôt.